patriotes, et plus particulièrement sur notre table ronde de pourquoi sortir de l'OTAN. Merci d'accueillir comme intervenant Marie-Amélie Dutheil de La Rochère, de l'équipe nationale des Patriotes, Monsieur Romain Bessonnet, secrétaire général du Cercle Aristote, qui est spécialiste du monde russe et traducteur de certaines œuvres de Vladimir Poutine, si ma mémoire est bonne. Geoffrey Bollet du comité exécutif des Patriotes. Et votre serviteur, Philippe Hambourg, du pôle expertise et d'Actu les Patriotes. Donc, merci d'être présent. Plus attendre. Étant précisé qu'il n'y aura pas de questions de la salle, par contre, nos intervenants seront disponibles pour répondre à vos questions individuelles. Pour commencer, Marie-Amélie Dutheil, qui va nous présenter une façon générique et historique de l'OTAN. Marie-Amélie. Bonjour à tous. Donc, l'OTAN, comme on le sait, est né au moment de la guerre froide. Mais c'est vrai que dans le souvenir de la plupart des gens, voilà, on a l'opposition, l'OTAN pour le camp occidental, le pacte de Varsovie pour le camp de l'Est. Et finalement, on oublie parfois la chronologie. Donc je pense que ce qui est important à rappeler, c'est que l'OTAN, en fait, est le premier. Ce n'est pas l'OTAN qui est créé en réaction au pacte de Varsovie et les États-Unis et les pays européens inquiets qui décident de s'allier. Ce sont d'abord les États-Unis qui décident de donner une forme à l'alliance militaire issue de la Seconde Guerre mondiale avec les pays occidentaux. Et en réaction, en réalité, et en réaction à l'adhésion de l'Allemagne de l'Ouest, la RFA, à l'OTAN, Moscou fait signer le pacte de Varsovie pour organiser de son côté sa propre alliance. Donc je pense que c'est toujours bien de remettre un petit peu en relation l'effet chronologique, puisque à ce moment-là, comme par la suite également, on voit que le premier geste en fait est posé par les États-Unis et que ensuite le bloc de l'Est réagit un peu en réaction. Donc la spécificité de l'OTAN, c'est qu'il y a un traité d'alliance, ça c'est assez banal du point de vue historique, surtout dans des situations de tension internationale importantes. Mais la spécificité, c'est cette organisation militaire qui est assez unique au monde et qui fait qu'on a une force de frappe tout à fait importante et qui est tout à fait satisfaisant pour les États-Unis, en fait, puisque les États-Unis, grâce à l'OTAN, en fait, augmentent leurs moyens militaires, puisqu'ils ont à leur disposition les moyens militaires des pays de l'Alliance Atlantique, en plus des leurs, et ils ont également, en termes logistiques, les bases et les sites en Europe qui leur permettent d'asseoir leur puissance militaire. Donc évidemment tout ça dans le contexte de la guerre froide et de la guerre de Corée au début des années 50 et qui font que tout le monde se prépare à une troisième guerre mondiale qui semble à cette époque-là probable, en tout cas possible. Et donc les États-Unis veulent absolument conserver une puissance militaire présente en Europe et pas seulement dans la zone occupée en Allemagne. Et les pays européens eux-mêmes, qui ont quand même beaucoup souffert de la Seconde Guerre mondiale, ne sont pas mécontents d'avoir l'appui américain tout de suite. D'un autre côté, au début des années 50, on a des projets de défense européenne, la fameuse CED, qui est finalement rejetée par les parlementaires français, ce qui explique l'adhésion de la RFA et donc en réaction le pacte de Varsovie, puisque en fait, pendant longtemps, il y a cette hésitation, est-ce qu'on fait une défense européenne, est-ce qu'on fait une défense atlantique, et globalement, à chaque fois, c'est l'appui américain qui l'emporte, notamment parce que les Américains sont capables de faire un lobbying
tout à fait important, et d'autre part parce que la défense européenne sans les États-Unis, de toute façon, ça pose déjà un certain nombre de problèmes. Ce n'est pas à vous que je vais dire que ce n'est pas forcément la solution que nous prenons non plus. Donc, le problème principal, c'est que ça met tous les pays européens sous cette tutelle américaine, et notamment pour ce qui est de l'armement nucléaire au début des années 50, c'est extrêmement problématique, puisque si en fait l'arsenal nucléaire de l'OTAN, c'est l'arsenal nucléaire américain, et ça ne laisse aucune possibilité, ni technique ni politique, aux pays de l'Alliance pour gérer leur propre arsenal nucléaire, donc, et leur propre technologie. Dans ces conditions, le Royaume-Uni, qui pourtant est un franc partisan de l'Alliance Atlantique, et l'a toujours été et l'est encore de manière extrêmement forte, néanmoins, le Royaume-Uni a un minimum conscience de ses propres intérêts, et donc, du point de vue nucléaire, préfère avoir son propre arsenal, sa propre base, et il en est de même pour la France, qui est elle aussi réticente à se contenter du parapluie nucléaire américain pendant la guerre froide. L'OTAN présente un certain nombre d'avantages, et on voit bien que quand De Gaulle arrive au pouvoir en 1958, il ne sort pas de l'OTAN tout de suite. Il commence par essayer de négocier avec les Américains, et notamment avec Eisenhower, qui est le responsable de l'OTAN à ce moment-là, une forme de rééquilibrage des processus de décision et du pouvoir de la France au sein de l'OTAN. Et néanmoins, quand il se rend compte que ça n'est pas possible, et qu'en fait l'OTAN ne défendra jamais les intérêts français, mais défendra toujours les intérêts américains, et que d'un point de vue de souveraineté, en fait, ça met l'armée française dans une situation de dépendance et d'incapacité à agir par elle-même, et la France en incapacité de gérer sa propre politique étrangère, dont le volet militaire est toujours important, il finit par décider de quitter le commandement intégré de l'OTAN. Donc cette décision est prise en 1965. Il faut bien se rappeler que c'est une décision qui est extrêmement forte, puisque la plupart des quartiers généraux de l'OTAN à cette époque-là sont en France, puisque la France avait les instructifs. Enfin, c'est la France, en fait, le seul pays qui avait une armée digne de ce nom sur le continent européen dans les années 50, puisque l'armée allemande avait subi quelques pertes, et les autres pays n'avaient pas d'armée aussi conséquente. Donc, tous les QG de l'OTAN étaient en France. Et donc, ils sont tous déplacés, notamment en Belgique, où le siège de l'OTAN est désormais installé. Donc, c'est plus qu'une décision symbolique, hein, c'est vraiment une décision importante, et qui a pu susciter des réactions assez négatives, notamment en France. Mais voilà, pour De Gaulle, c'est clair, c'est absolument impossible que la France ait sa propre politique de dissuasion nucléaire, sa propre politique militaire, sa propre politique de défense et de technologie militaire, et en même temps de faire partie du commandement intégré de l'OTAN, puisque ça veut dire en fait qu'on se soumet totalement aux forces armées américaines. Ce qui est intéressant de noter, c'est que pendant toute cette période de la guerre froide, l'OTAN, qui a été conçue comme une force d'intervention militaire du camp occidental, ne réalise en réalité aucune intervention militaire. Comme la guerre froide est une période de très très forte tension, évidemment, tout le monde est relativement inquiet que ces tensions puissent dégénérer. Enfin, il y a quand même des moments extrêmement tendus où la guerre semble vraiment une question de jours, si ce n'est d'heures. Et en réalité, donc, durant toute cette période, le face-à-face entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest reste en Europe un face-à-face non militaire, mais avec une très forte présence militaire. Donc c'est une démonstration de force, mais de force non utilisée. Donc l'OTAN a un gros rôle de dissuasion. On va passer directement à la fin de la guerre froide, puisque c'est à ce moment-là que l'OTAN change complètement de nature, puisque ce qui paraît logique, une fois que l'URSS disparaît, c'est que l'OTAN disparaisse aussi. Voilà, le pacte de Varsovie disparaît, on pourrait se dire la logique, c'est que l'OTAN disparaisse. Et à ce moment, au début des années 90, beaucoup de gens pensent que l'OTAN n'a plus vocation à exister. Et néanmoins, l'OTAN continue à exister, notamment en fait sous la pression des ex-pays de l'Est qui
n'ont pas tellement confiance dans l'avenir de la Russie et l'avenir de la politique étrangère de la Russie, et donc décident que le parapluie américain, c'est le parapluie qu'ils veulent. Et on a un choix très très clair de tous les pays de l'Est, notamment la Pologne, qui est un des plus importants, en tout cas quantitativement. À chaque fois, depuis les années 90, chaque fois que la Pologne aura un choix de défense à faire, ça sera le choix américain. Et le symbole le plus clair, c'est que le lendemain de son adhésion à l'Union européenne, la Pologne achète des avions de guerre américains. Et tous les pays de l'Est, en fait, sont dans cette logique-là et défendent en fait l'OTAN à fond. Et les années 90, en fait, voient l'OTAN commencer à agir militairement, ce qu'il n'avait jamais eu l'occasion de faire jusqu'à présent, avec des opérations qui sont des échecs, globalement. Donc le premier champ d'intervention de l'OTAN, c'est la Yougoslavie et la guerre en Yougoslavie, avec d'ailleurs des forces de l'OTAN qui sont toujours présentes au Kosovo, puisque la situation en fait n'est pas réglée. Donc on ne peut pas dire que ça soit une grande réussite. Le deuxième grand champ d'intervention de l'OTAN, c'est l'Afghanistan, qui n'est pas vraiment dans l'Atlantique Nord, mais peu importe. Voilà, on sent là qu'on a un élargissement du champ d'action de l'OTAN à des endroits qui n'ont rien à voir avec l'origine. Hein. Et là encore, ça se solde par un échec, puisque alors on n'est plus en Afghanistan, mais du point de vue de l'objectif, qui était d'empêcher les talibans d'avoir le pouvoir en Afghanistan, on a un échec complet de cette intervention. On a de nombreuses autres interventions de l'OTAN depuis le début du XXIe siècle, et on voit bien en fait que l'OTAN est devenu le bras armé des États-Unis, qui permet aux États-Unis de répartir leur effort de guerre sur les pays membres de l'Alliance. L'exception étant la deuxième guerre d'Irak, puisque avec l'opposition de la France, c'était plus compliqué d'impliquer l'OTAN, mais voilà, on voit bien que l'OTAN est vraiment devenu le bras armé des États-Unis. En Europe, l'OTAN est vraiment défendue au niveau européen par les pays de l'Est et par un certain nombre d'autres pays aussi, toujours dans l'idée que le parapluie américain, c'est ce qui nous protège. Et finalement, on a un certain nombre de pays qui n'aiment pas la France, donc ne veulent pas d'une hégémonie française, qui craignent au niveau militaire, et donc préfèrent une hégémonie américaine, parce que au moins, comme ça, c'est pas les Français. Voilà. C'est un peu caricatural, mais je ne suis pas sûre que ça soit complètement faux. Et bien sûr, nous arrivons aujourd'hui, dans les années 2020, probablement à une nouvelle phase d'existence de l'OTAN, avec le déclenchement de la guerre en Ukraine et ses évolutions, et l'adhésion de nouveaux pays, notamment des pays scandinaves comme la Finlande, qui jusqu'à présent étaient restés tout à fait à l'écart de ces questions militaires. Et puis l'Ukraine, bien sûr. Et donc, là, je vais laisser les prospectives à mes camarades. Mais donc, ce qu'on voit, c'est que vraiment l'OTAN a changé de nature, en fait, depuis la fin de la guerre froide, pour devenir une vraie organisation militaire d'intervention au service des États-Unis, et en fait, qui a permis aux États-Unis de se passer de l'ONU, puisque dans le même temps où l'OTAN a pris une grande importance et est devenue très active sur la scène internationale, on voit bien que les casques bleus et l'ONU, en revanche, eux, ont sinon disparu, du moins, n'ont plus du tout la même importance qu'ils pouvaient avoir autrefois. Et donc, du point de vue des relations internationales, on voit que l'OTAN a pris une importance considérable qui n'est pas forcément en notre faveur. Merci Marie-Amélie. On pouvait l'applaudir pour cette belle présentation de l'OTAN. Je vous propose de rentrer plus en avant dans le détail de cette institution, et nous allons aborder maintenant la question cruciale. Pourquoi sortir de l'OTAN ? Comment crédibiliser cette hypothèse, ou formuler autrement, devons-nous rester à la table des convives pour festoyer, sachant que les États-Unis nous laisseront que les restes, ou tout au contraire, sortir de cette table pour nous consacrer à notre propre rôle. Geoffrey. Oui. Merci Philippe. Merci beaucoup Marie-Amélie. Effectivement, ce que tu as bien montré sur la fin de ta démonstration, c'est que l'OTAN
d'alliance défensive est devenue en réalité une alliance offensive. Et c'est une raison supplémentaire de la quitter, car avec une politique ouvertement belliciste qui vise à engager maintenant des opérations militaires et plus simplement à adopter une posture de défense, on peut se retrouver, on se retrouve déjà malgré nous, engagés dans des conflits qui ne sont pas les nôtres. On le voit, les théâtres d'opérations sur lesquels intervient l'OTAN dépassent très largement l'Europe. Donc, on sent bien que la nature prétendument initiale de cette organisation a changé. C'est donc bel et bien le bras armé des États-Unis, c'est de plus en plus assumé comme tel, à tel point que, d'ailleurs je me permets d'anticiper nos futures questions, l'objectif OTAN 2030, qui est donc pour bientôt, qui a été adopté au dernier sommet de Madrid, assume cette transformation et cette évolution de l'OTAN vers une alliance, donc je le disais, offensive, très officiellement dans le concept stratégique de l'organisation, c'est-à-dire le document qui définit la politique de l'organisation au niveau international, qui a été adopté par les États membres de l'Alliance. La Chine, la Russie sont désignés comme des adversaires à combattre. Est-ce vraiment le rôle d'une alliance défensive de désigner des adversaires et de préparer ces États à les combattre? Je ne suis pas certain, surtout qu'encore une fois, on s'éloigne évidemment du théâtre initial qui est le théâtre européen. Donc l'OTAN, qui n'a plus de raison d'être en réalité depuis l'effondrement de l'Union soviétique, se cherche une nouvelle raison d'être. Et en réalité reprend ce qui a toujours été sa nature, c'est-à-dire être le bras armé de la politique américaine. Et donc cet objectif OTAN 2030 reprend en fait les grandes lignes de la politique étrangère américaine. Ce sont les mêmes termes, les mêmes objectifs, les mêmes mots qui sont employés par le département d'État américain que par l'OTAN, qui prétend avoir sa propre politique. Donc étant la même chose, avons-nous intérêt à rester dedans? Bien sûr que non. Parce que cette alliance, avec ses textes et son organisation, elle est contraignante. Si elle provoque des conflits et qu'en réaction, des pays attaquent un membre de l'OTAN, nous serons engagés dedans. On le voit là très clairement, je laisserai évidemment Romain développer ce point avec le conflit ukrainien, avec l'hystérie, et c'est peu dire, quand bien même on peut les comprendre d'un point de vue historique, des pays de l'Est vis-à-vis de la Russie. On est à deux doigts d'un conflit ouvert entre un pays membre de l'OTAN et la Russie, et le jour où ce conflit arrivera, où ce casus belli se produira, on sera à nouveau au bord d'une troisième guerre mondiale, car l'OTAN, si elle se respecte elle-même, devra intervenir, et ses États membres devront s'engager militairement contre la Russie, qui est une puissance nucléaire, on le rappelle, et donc il est difficile d'envisager en cas de conflit militaire ouvert et direct, une issue qui ne se termine pas par un feu nucléaire. Entendu que sur le plan conventionnel, a priori, la Russie serait rapidement, si en tout cas les Américains mettaient les moyens, probablement dépassée. Donc il lui restera à elle que l'arme nucléaire pour faire face. Et ensuite, avec les réponses, c'est la fin du monde. Donc ce danger est réel. Il est plus réel que jamais. Moi, je ne suis pas pessimiste par nature. J'ai tendance à penser que la folie n'ira pas jusque-là. Mais en même temps, ça fait plusieurs années, on le voit sur d'autres sujets, que la folie tente à inspirer nos dirigeants un peu partout dans le monde, donc allez savoir. Mais voilà, toujours est-il que l'OTAN est une organisation qui a changé de nature, qui s'assume maintenant comme une alliance offensive, et c'était une raison supplémentaire de la quitter, car évidemment la France, elle, doit conduire sa propre politique, défendre ses propres intérêts. Nous, c'est évidemment l'idéal que nous nous faisons. Nous souhaiterions que nos dirigeants soient inspirés par les mêmes ambitions et les mêmes vues, et on ne peut que regretter que ça ne soit pas le cas. Alors, faisons néanmoins l'hypothèse que des dirigeants patriotes arrivent à la tête de la France et que nous quittions l'OTAN. Dans le cas d'un pays comme la France, sur le plan militaire, ça ne nous causerait pas beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que c'est que d'avoir un outil militaire de défense indépendant? C'est d'une part avoir une armée calibrée aux besoins et aux ambitions du pays, idéalement sans carence capacitaire, c'est-à-dire une armée capable de mener tous les types de missions en totale autonomie sans dépendre d'un autre pays. Et c'est également disposer d'un appareil productif de défense à même de répondre entièrement aux besoins des armées du pays. Aujourd'hui, très peu de pays dans le monde cochent ces deux conditions.
Les États-Unis, assurément, la Russie, la Chine, et c'est difficile d'en citer beaucoup d'autres, mais la France n'est pas loin d'être dans cette configuration. Elle a encore un appareil de défense productif qui est, j'y reviendrai peut-être, menacé par nos propres dirigeants qui cherchent toujours à favoriser des alliances et des fusions au niveau européen, ce qui est une grosse erreur. Il faut évidemment que le capital et les usines soient en France et que l'ensemble du dispositif du tissu industriel militaire reste 100% national. Mais cet outil, il existe encore, il est prégnant, c'est plus de 200 000 emplois. On le voit aujourd'hui, les rares domaines où la France fait un excédent en termes de commerce extérieur, c'est l'aéronautique et c'est la défense. Donc cet outil industriel existe, il faut juste le protéger et le développer davantage. Quant à avoir une armée calibrée aux besoins du pays, là, ça n'est clairement pas le cas. On a une armée échantillonnaire et il faudrait au minimum doubler l'effort de défense par rapport à ce qui est prévu pour y arriver. Mais vous voyez, là où je ne suis pas totalement pessimiste, c'est que les bases sont encore là pour réussir ce sursaut. Si on a une volonté politique et qu'on met les moyens, on peut augmenter le format de nos armées à un niveau satisfaisant. Et pour la même raison, on peut maintenir et développer notre outil industriel. On les a encore. Voilà. Donc, je veux rester optimiste sur ce point. Non, mais tu as raison de nuancer. Mais ce que je veux dire, c'est que si on voulait se donner les moyens... Oui, non, mais il y a des... D'ailleurs, c'est pas l'objet de la table ronde, mais si on prenait par détail les différentes industries, l'armée de terre, terre, mer, air, et qu'on voyait ce qui est fait, effectivement, faut reprendre. Mais ce serait pour moi qu'une question de volonté politique. On a encore les ingénieurs, on a encore les formations, mais ça supposerait un développement considérable. Si, soyons pas pessimistes. Oui, non, mais donc... tout n'est pas encore perdu, on peut le faire, et la preuve, c'est qu'on produit encore. Mais c'est sûr qu'on est à une période stratégique, on est à un point de bascule. Par exemple, on l'a vu, on a tweeté, il y a une grosse actualité en ce moment sur le SCAF, donc le futur avion de combat qui est censé remplacer le Rafale. Nous avons toujours été partisans, d'ailleurs, comme Dassault, d'une solution 100% nationale, puisque nous avions été capables de faire le Rafale, lui faire un successeur 100% français. Macron, pétri d'idéologie européiste, a tenu absolument à faire un avion avec les Allemands, et c'est peu dire que ça se passe mal, puisque déjà les Allemands nous embêtent sur les transferts technologiques, sur le partage du travail industriel, sachant que sur ce point, les négociations n'ont même pas commencé. On n'est qu'au stade des prototypes et des éléments technologiques. Et on vient d'apprendre dernièrement que les Allemands à qui on avait délégué le développement de l'intelligence artificielle à bord de l'avion ont désigné un industriel américain, IBM, pour travailler à ce développement technologique, ce qui, évidemment, nous, ne peut pas nous convenir, ce qui fait entrer le loup dans la bergerie, et ce qui montre là, illustre une fois encore que quand on cherche à faire quelque chose en européen, ça finit en américain. Donc, c'est une nouvelle illustration. Oui, mais ceci dit, moi, ça ne me satisfait pas non plus de le faire en européen. Je veux le faire en français, point. Donc, digression à part sur le SCAF, mais qui montre bien qu'on est... Voilà, c'est maintenant, quand on décide de lancer des grands projets d'armement, surtout un avion de combat qui est quand même quelque chose de considérable, c'est pour les 30 prochaines années, voire les 50 prochaines années. C'est maintenant qu'il faut faire le choix. On ne pourra pas se retourner. On aura encore l'occasion de se retourner, je le crois vraiment. Tant que la phase industrielle n'est pas lancée, on peut encore se retourner, je pense, et faire un avion 100% français. Le jour où la phase industrielle sera lancée, ça sera trop tard. Donc nous verrons bien ce qui se passera. Nous verrons bien si les Français prennent conscience des enjeux stratégiques qui les concernent et mettent des dirigeants soucieux de défendre leurs intérêts au pouvoir. Autrement, c'est sûr que ça risque d'être un petit peu difficile. Pour revenir à notre appartenance à l'OTAN et les raisons pour lesquelles il faut en sortir, Marie-Amélie l'a bien dessiné, c'est une alliance militaire et politique. C'est si on veut une politique étrangère indépendante, il faut un outil de défense indépendant, ça c'est évident. Mais si vous êtes dans l'OTAN, vous êtes vu par le reste du monde comme un supplétif des États-Unis. Et c'est le cas
de toute façon. On ne peut pas être dans l'OTAN et dire non, non, mais nous avons notre propre politique, nos propres intérêts. Ben non. Si vous êtes dans l'OTAN, que vous vous retrouvez à adopter les mêmes positions que vos alliés, en l'espèce les Américains, sur à peu près tous les sujets de politique étrangère, ben vous n'êtes pas indépendant. Donc quand on a une vision d'indépendance, on est obligé, de toute façon, de sortir des instances supranationales. C'est pour ça que les patriotes, lorsqu'ils prônent la sortie de l'Union européenne, Florian assez naturellement ajoute et la sortie de l'OTAN et la sortie de la CEDH, c'est-à-dire de toutes les instances qui contraignent notre politique en tout domaine. Donc l'OTAN nous contraint en matière de politique étrangère et de défense, les autres organisations dans tout le reste. Et donc l'OTAN comme le reste, il faut le quitter d'abord lorsque l'on a un idéal d'indépendance pour pouvoir défendre sa propre voix. C'est une évidence. D'autant que l'OTAN ne nous apporte rien. Et non seulement ne nous apporte rien, mais nous pousse même à une certaine paresse. L'OTAN, notamment, engage ses États membres à faire un effort de défense minimum de 2%. On pourrait croire que c'est une bonne chose. Bon, d'une part, c'est un effort qui est demandé uniquement pour pouvoir acheter du matériel américain. Donc en fait, c'est juste pour se dégager un marché pour l'industrie de défense américaine. Mais en fait, les États européens, ça les pousse surtout à une certaine paresse. Donc ils s'autorisent, peu importe, d'ailleurs très peu atteignent l'objectif de 2% du PIB en matière de défense, mais ensuite ils s'autorisent à avoir, et c'est le cas de la France aussi, un certain nombre de carences capacitaires. Notamment la France a, parce qu'elle ne fait pas les efforts financiers, un peu renoncé à avoir ce qu'il lui fallait en matière de transport stratégique, en matière de ravitaillement, en matière même de renseignement. On a pris conscience de notre retard, donc on essaye là de le rattraper un petit peu. Et pourquoi est-ce qu'on a laissé ces carences se développer ? Parce qu'on se reposait un peu sur l'OTAN. On disait, bon, de toute façon, si on a besoin de transport, on demandera aux Américains. Si on a besoin de munitions, on fera la même chose. Ce qui est un très mauvais calcul, puisque en fait, les Américains ne répondent pas toujours présents. Mais en tout cas, c'est la situation qu'on a laissé perdurer. Donc, ça pousse les États à une certaine paresse, et la France ne fait pas exception. Le seul avantage, si on essaye d'être objectif, le seul avantage de l'appartenance à l'OTAN, je dirais que ce serait un avantage opérationnel, parce que l'OTAN a mis en place des structures qui facilitent les opérations militaires entre alliés. Mais lorsque l'on projette d'avoir un outil de défense pleinement indépendant, donc avec un outil sans carence capacitaire, cette dimension des opérations entre alliés, par nature, n'est pas essentielle, puisque on est censé se mettre en situation d'assumer nous-mêmes nos besoins et de remplir nous-mêmes les missions qui nous intéressent. Et si toutefois on devait également mettre en place des opérations entre alliés, on peut le faire. Ce n'est pas un avantage à ce point insurmontable. On peut parfaitement monter des opérations entre alliés avec des pays d'ailleurs qui sont hors OTAN, et on le fait tout en étant dans l'OTAN. Donc c'est la preuve que c'est possible, et il ne tiendrait qu'à nous, au gré de nos alliances et de nos intérêts, de développer ce point. Donc vous voyez, si on vous dit oui, mais si on sort de l'OTAN, on se retrouve tout seul pour mener nos opérations militaires, bullshit, c'est faux. Et d'abord, parce que vous auriez les moyens militaires de les mener vous-même. Et ensuite, vous pouvez mener vos propres alliances et mettre en place vos propres structures. Donc ça n'est pas indépassable du tout. Et sur tous les autres points, si on raisonne en termes militaires, la France n'a pas besoin de l'OTAN. Elle n'a pas besoin du parapluie nucléaire américain, puisque nous avons notre propre dissuasion nucléaire et que nous faisons à peu près ce qu'il faut, je dis bien à peu près, parce qu'en fait, il y a plein de petits problèmes quand même, pour avoir une dissuasion 100% nationale, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la recherche, du développement industriel et ensuite du développement des vecteurs et des armes nucléaires. C'est pas parfait, mais on est quasiment dans un processus 100% national, donc on n'a pas besoin des Américains pour le parapluie nucléaire. Et en dehors de ça, l'OTAN ne nous apporte rien, puisqu'elle ne fait que nous exposer en réalité aux choix politiques des Américains, à leur impopularité mondiale et à leur tendance désastreuse à provoquer des conflits. Donc aussi bien pour des raisons politiques, d'abord politiques en réalité, mais même secondairement militaires, on n'a aucun intérêt à y rester et on a tout intérêt à en sortir. C'est comme pour le Frexit, il faut retrouver les outils de notre liberté et retrouver aux yeux du monde cette indépendance.
Je veux dire, on n'est jamais puissant que par rapport aux autres. Hein, c'est des données très relatives. Et c'est la même chose pour l'indépendance. On est indépendant si par rapport aux autres, on est indépendant. Et si les autres nous voient comme tels. Donc, sortie de l'OTAN, sortie de l'Union européenne, évidemment, même combat. Je dirais juste un mot sur certains projets qui sont liés donc, à l'OTAN 2030, parce que ce n'est pas que des intentions de déclarer des objectifs en termes de géopolitique, c'est aussi des règles contraignantes, parce que l'OTAN change ses règles de fonctionnement. Ils instaurent notamment maintenant une pratique de concertation entre alliés avant les sommets internationaux. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que maintenant, avant le G20, avant les assemblées générales de l'ONU, il y a une réunion des ambassadeurs de l'OTAN pour essayer de fixer une ligne commune. En réalité, c'est pour que les Américains donnent leurs consignes au pays et mettre en œuvre leur politique. Ça, c'est nouveau. C'est une raison supplémentaire d'en sortir. C'est la fin du consensus, avec une réduction du droit de veto des États, puisque la plupart des décisions sont censées être prises à l'unanimité. Bon, c'est un peu comme avec l'Union européenne d'ailleurs, cette règle du consensus vole en éclats, cette règle du droit de veto vole en éclats pour préférer le consensus, c'est-à-dire imposer des décisions à des pays qui n'en voudraient pas. Cette évolution aussi doit nous pousser à sortir de l'OTAN. Voilà, et je vais à présent laisser la parole à Romain, qui va, je pense, un peu plus développer sur le plan géopolitique la nuisance de l'OTAN sur le reste du monde. Oui, alors, tout d'abord, bonjour tout le monde. Je vais commencer par une petite citation. Ma manière de voir, l'Europe unie devenant un partenaire égal des États-Unis d'Amérique, et cette Europe, non pas la France seule, c'est cette Europe qui devrait jouer cette grande partie en direction du tiers-monde et de l'Amérique latine, mais dans l'unité atlantique. Or, je vois qu'avec crainte, l'initiative unilatérale d'indépendance nationale dans laquelle on se complaît produit des troubles graves dans l'Alliance atlantique. Jean Le Canuet, 1964, pour condamner la reconnaissance unilatérale de la Chine populaire par le général de Gaulle. Voilà. Donc, cette citation, ça aurait pu être celle de Macron lors d'un débat d'entre-deux tours il y a 10 ans de cela. Alors, regardons maintenant, et j'ai pris cette citation à dessein parce que la question qui est posée est une question qui est d'actualité. Aujourd'hui, le président sikh de la République, sikh, a récemment déclaré qu'une intervention militaire chinoise à Taïwan serait une agression contre son voisin. Ah bon? En 1964, quand la France du général de Gaulle a reconnu la Chine populaire, on a précisé dans les communiqués que c'était toute la Chine, incluant Hong Kong, incluant Macao, donc ça c'est réglé, et incluant Taïwan. La position officielle de la France depuis 1964, c'est que Taïwan, c'est la Chine populaire. Point barre. Et donc, aujourd'hui, nos amis américains, au sein de l'OTAN, ont décidé qu'ils vont livrer des armes à Taïwan. Ils le font ouvertement, en narguant les Chinois. Et mes chers compagnons, demain, si les États-Unis envoient plusieurs cargos avec une escorte militaire débarquer des armes à Taïwan, je vous rappelle officiellement, le fait de livrer des armes à un État non reconnu, ça s'appelle du trafic d'armes en droit international. Que va-t-il se passer? Est-ce que les Chinois vont laisser les Américains arriver? Il y a de fortes chances qu'ils arraisonnent les bateaux américains. Acte d'agression contre un pays de l'Alliance. Et là, que va-t-il se passer, la France étant membre de l'OTAN? Nous serions contraints de devenir un co-belligérant dans un conflit, dans une guerre qui n'est pas la nôtre.
Je vous rappelle que ça a été la grande question lors de la guerre du Vietnam. Au sein de la politique française, les anti-gaullistes reprochaient au général que nous n'intervenions pas aux côtés de nos amis américains au Vietnam. Qui avait raison? Les va-t-en-guerre de la SFIO de l'époque, les Jean Le Canuet, qui voulaient qu'effectivement nous livrions des armes au Sud-Vietnam, que nous envoyions des conseillers militaires aux côtés des Américains? Ou le général de Gaulle qui a dit dans son discours de Phnom Penh, « Cette guerre n'est pas la nôtre. Nous n'avons pas à nous en mêler parce qu'en Asie, ce n'est pas à une puissance d'outre-Atlantique de venir régenter les rapports entre les peuples. » Moi, personnellement, je suis plutôt de la position du général de Gaulle. Et je pense que ça a été la position la plus sage, étant donné que la France a terminé dans ce conflit. Rappelons-nous, la guerre du Vietnam s'est terminée par les accords de Paris. C'est-à-dire que c'est à Paris qu'on a négocié la paix entre les belligérants. C'est à Paris qu'on a discuté. Et si on avait été du côté de nos grands alliés américains, défenseurs de la démocratie, des droits de l'homme, patin-couffin, ça ne se serait pas négocié à Paris, et la guerre peut-être aurait continué encore plusieurs années, parce que la puissance française était respectée. Je vous rappelle que, pareil, ce camp belliciste pro-américain à l'époque demandait que nous rompions nos relations diplomatiques avec le Vietnam du Nord, que nous fermions l'ambassade à Hanoï. Qu'est-ce qui se serait passé? La France est restée dans cet affrontement une puissance de paix, une puissance qui a permis que l'on négocie une fin de conflit honorable. Aujourd'hui en Ukraine, quelle est la politique que nous faisons? Eh bien, en tant qu'allié de l'OTAN, mais vous savez, l'OTAN, ce n'est pas qu'une organisation, ce n'est pas que des liens juridiques que nous ont rappelé nos brillants camarades qui se sont exprimés, c'est aussi une dépendance politique, un état d'esprit. C'est le fait qu'on a plusieurs dizaines de fondations transatlantiques qui vous serinent toute la journée que l'OTAN est indépassable, que l'OTAN, ça défend la démocratie, que l'OTAN, ça défend les droits de l'homme et tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est un outil d'ingérence dans la politique française. Parce que si on se contente de sortir de l'OTAN, mais qu'on ne combat pas aussi politiquement l'atlantisme, même si les Américains restent nos alliés, ils le resteront parce que, effectivement, on ne peut pas concevoir que les liens pluriséculaires entre nos deux peuples ne fondent pas quand même une relation un peu particulière. Mais il faut que nos alliés américains commencent à ressentir que la France est un pays indépendant. Et que, par exemple, il serait bien que les bureaux de l'Atlantic Council, par exemple, à Paris, ferment un jour. Prenons ça d'abord. Alors, je reprends le fil de la discussion sur notre appartenance à l'OTAN nous conduit, en Ukraine, nous a conduit à faire des choses qui font que la France est devenue, au niveau international, le toutou, le caniche des Américains. Première chose, et nous a fait commettre d'ailleurs des crimes graves internationaux. Le fait de négocier de mauvaise foi à Minsk, les accords de paix, maintenant ça a été avoué par Mme Merkel, mais aussi notre président François Hollande de l'époque. Je vous rappelle, négocier de mauvaise foi est un crime international. C'est une violation grave du droit international. Or, nous l'avons dit, nous avons négocié de mauvaise foi, nous avons fait croire aux Russes que nous négocions un accord de paix, et en fait, on négociait une trêve pour permettre aux Ukrainiens de se refaire la santé avec un accord dont on savait qu'il ne serait pas appliqué et qu'on ne ferait pas pression sur l'Ukraine pour qu'il l'applique. Première chose. Et ça, bien sûr,
qu'on ne me fasse pas croire que ça n'a pas été fait sous la dictée des Américains, qui ont été bien contents, effectivement, que leur petit protégé à Kiev n'ait pas la déculottée militaire qu'ils étaient prêts à se prendre en 2015. Deuxième chose, aujourd'hui, la France est rendue dans une concurrence avec les partenaires de l'OTAN pour savoir qui livrera le plus d'armes et qui livrera le plus d'armes qui sont calibrées pour toucher le territoire russe. Je vous rappelle que les missiles qui ont touché le pont de Crimée, c'est-à-dire quand même touché une infrastructure civile, en plus symbole pour les Russes de l'appartenance de la Crimée à leur pays, et en plus qui avait été inauguré par Vladimir Poutine lui-même, eh ben, ces missiles sont des missiles de fabrication française. Et ensuite, notre président va dire « J'ai envie d'aller au sommet des BRICS parce que la France, c'est une puissance indépendante. » Ah bon? On colle des sanctions aux Russes, on bombarde leur territoire avec nos armes, et ensuite, on arrive et on dit non, mais en fait, on voudrait négocier avec vous, on voudrait faire partie de votre format de négociation. Il y a un truc qui est un tout petit peu illogique là-dedans. Et enfin, aujourd'hui, grâce à l'OTAN, effectivement, nous sommes à la merci d'un affrontement militaire armé direct avec les Russes, parce que nos alliés polonais, lituaniens et lettons menacent, ils l'ont fait le 28 août dernier, de fermer toutes les frontières autour de la Biélorussie. Alors pour ceux qui ne savent pas, la Biélorussie, c'est le petit prolongement de la Russie que vous avez en territoire polonais et dans les pays baltes. Et si on ferme toutes ces frontières-là, que va-t-il se passer? Le transit des Russes pour aller dans leur territoire de Kaliningrad sera coupé. Ce qu'on appelle le corridor de Suwałki. Et que va-t-il se passer donc? Là, c'est ce qu'on appelle un casus belli. Parce que les Russes n'accepteront jamais que le territoire de Kaliningrad devienne une enclave, une prison à ciel ouvert pour ses citoyens. Donc aujourd'hui, une décision de nos alliés pourrait nous entraîner dans une guerre avec les Russes, sans que nous l'ayons voulu, sans que nous l'ayons décidé. Deuxième fait, aujourd'hui, ça tient un peu de choses, hein, la paix ou la guerre. Cet hiver, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, M. Zaloujny, a demandé à ceux qui décident au sein de l'OTAN, c'est-à-dire les Américains, l'autorisation de pouvoir attaquer directement le territoire russe dans la région de Belgorod pour prendre le groupe d'armées russes du Donbass à revers. Ils prenaient le territoire russe, on fonce vers le sud, et hop, on encercle le groupe d'armées russes. Vous savez ce qui s'est passé? La paix ou la guerre dépendait d'un débat entre les militaires du Pentagone et les hauts fonctionnaires civils conseillers de M. Biden à la sécurité nationale. Les civils disaient les Ukrainiens ont le droit d'utiliser tous les moyens pour se défendre, y compris d'envahir le territoire russe internationalement reconnu, ça ne nous pose pas de problème. Et ce sont les militaires américains du Pentagone qui ont dit attention, si on franchit cette ligne rouge-là, pour le coup, on va vers l'affrontement direct avec l'OTAN et à l'affrontement nucléaire. Et grâce à Dieu, c'est les militaires qui ont remporté le morceau. Mais il s'est suffi de pas grand-chose pour que nous rentrions dans un affrontement armé direct entre l'OTAN et la Russie. Puissance nucléaire, comme le disait mon camarade. Enfin, je terminerai sur
Je terminerai parce que vous voyez un peu les dangers. Il y a une chose quand même qui est un problème aussi dans l'OTAN, c'est que ça nous coupe du monde qui est en train de s'organiser et de vivre. C'est-à-dire les pays du Grand Sud. Tout se passe comme si, quand vous ouvrez LCI, la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil étaient encore... Enfin, comme si l'Inde, la Chine et le Brésil étaient encore des pays tiers-mondisés. Tout se passe comme si ils ne représentent pas déjà 50% du PIB mondial. Tout se passe comme si ces pays allaient écouter tranquillement les leçons des grands frères occidentaux. Eh bien, regardez le dernier sommet des BRICS. Le fait que vous ayez 9 pays qui soient candidats à l'entrée aux BRICS montre quelque chose. Hein, les pays qui demandent à être membres de l'OTAN, voilà. Bon. Ok. L'Ukraine, la Moldavie, bon, c'est bon. Face à l'Inde, à la Chine, le match va être court mais intense. Par contre, regardez le basculement du monde. Un pays comme l'Arabie Saoudite, s'il y a 20 ans encore, on m'avait dit qu'un prince héritier saoudien allait dire non à un président américain, on n'augmentera pas nos quotas de production parce qu'on s'est entendu avec les Russes, donc retourne dans ton pays et va te gratter. Si on m'avait dit que ce même prince avait dit écoutez, je vais vendre mon pétrole en yuan et pas en dollars parce que j'ai envie de commercer avec les Chinois et avec le reste du monde sans pouvoir être à la merci des sanctions américaines, moi je ne l'aurais pas cru il y a 20 ans. Et personne ne pouvait le croire. Il y a 20 ans, si Mohamed Ben Salman avait parlé comme ça, aujourd'hui il ne serait plus vivant pour en parler. Mohamed Ben Salman peut faire cette politique, il peut le faire ouvertement, et les Américains n'ont qu'à acquiescer. Ils ne peuvent plus imposer à un pays qu'ils considéraient auparavant comme un supplétif d'être à leur botte. Les seuls qui restent à leur botte, ce sont nous les Européens, les Français en particulier. Alors, et parce que nous avons décidé de lier notre sort au leur. Nous avons décidé que nous étions dans le camp de la démocratie, des droits de l'homme, des bons sentiments, des valeurs et tout ce que vous voulez. Et on a décidé de rompre avec notre tradition. Le général de Gaulle avait cette phrase qui était pleine de bon sens. Il disait « La France reconnaît un État par un gouvernement ». Regardez ce qui se passe au Niger. Au Niger, on a dit « On reconnaît un gouvernement par un État. Vous pouvez expulser notre ambassadeur. Toutes vos décisions, on considère que vous n'êtes pas le gouvernement qui exerce la souveraineté. » Quoi qu'on pense de ce coup d'État, là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Alors, je terminerai par une petite citation aussi, j'aime bien faire ça, de René Capitan, qui, lors du débat justement sur la sortie de la France de l'OTAN, avait dit « Plusieurs conceptions de la diplomatie française s'affrontent. Donc, dans le débat, vous devez choisir entre la tradition de Vichy, qui a accepté le protectorat de l'Allemagne victorieuse, tout en se réservant de le changer contre celui de l'Amérique si les hasards de la guerre renversaient la situation. La tradition des Français qui, tout en voulant continuer la lutte, choisissent de se mettre au service du gouvernement américain plutôt que de venir aux côtés du général de Gaulle maintenir la France dans la liberté. La tradition diplomatique de la 4e République qui a été constamment à la remorque de l'étranger et nous a conduits à une nouvelle catastrophe. Vous devez choisir une autre position. Vous devrez vous rattacher à une autre tradition, celle du gaullisme, qui aujourd'hui comme hier défend l'indépendance nationale et refuse pour cette raison de laisser la France se soumettre au protectorat étranger qui découle du mécanisme d'intégration militaire de l'OTAN. Tout était dit. Il y a 2 choix, Vichy ou Londres. J'ai choisi. Merci beaucoup, Romain. Donc,
dans le peu de temps qui nous était imparti, on a bien vu l'historique, on est rentré un peu plus dans le détail, là, dans la géostratégie, dans la géopolitique, la géostratégie. Il nous reste encore un peu de temps. J'aimerais vous poser quelques questions. Donc, au-delà de la nécessité de sortir de toutes les instances supranationales, dont notamment l'OTAN, tout en général, mais là aujourd'hui on parle de l'OTAN, le plan OTAN 2030, couplé à l'actualité internationale, accélère-t-il cet objectif, cette impérieuse nécessité? Oui, bah du coup j'avais effectivement en partie répondu dans mon intervention. Et à l'évidence, on sent qu'il y a une accélération un peu partout, pas que au niveau des crises géopolitiques qui se multiplient. Les Américains, et je pense que Romain l'a un peu dessiné, qui sentent que leur hégémonie est en train d'être contestée un peu partout dans le monde, se tendent, j'allais dire même se radicalisent. Et ils accélèrent donc leur emprise, d'une part sur les pays européens, qui sont encore les derniers à bien leur obéir, si je puis dire. D'autant plus que sur les autres théâtres, ailleurs dans le monde, de plus en plus de pays qui étaient jusqu'alors dans leur escarcelle changent d'alliance, se rebiffent et renforcent leur indépendance. Donc oui, il y a urgence à sortir parce que définitivement la France, et en plus, je n'irai pas jusqu'à défendre Macron, impossible. Mais Macron, des fois, prétend vouloir défendre l'indépendance de la France, etc. Alors, Macron, de toute façon, ce qu'il pense et ce qu'il dit, sa politique, tout est illisible. Hein, c'est le fameux en même temps. C'est-à-dire qu'il va vous dire qu'il faut être indépendant et puis il va vouloir renforcer, il va adopter, par exemple, le plan OTAN 2030 qui va à rebours de cette indépendance, puisque j'ai expliqué ce que ça impliquait. C'est l'OTAN aussi qui change de fonctionnement. C'est la fin du droit de veto sur un certain nombre de sujets et l'arrivée du consensus. Donc c'est l'anti-indépendance. C'est l'obligation de rendre compte en fait, aux Américains de nos choix politiques et de nos choix militaires. Donc voilà, il est capable de dire quelque chose et de faire son contraire en permanence, donc c'est illisible. Mais si l'on veut croire à une politique d'indépendance, si on la revendique et qu'on la met en œuvre, on ne peut que quitter l'OTAN, d'autant plus rapidement que les Américains, eux, accélèrent dans leur folie, d'une certaine manière, et accélèrent dans la transformation de tous ces outils en des outils de politique américaine exclusive. Donc oui, il faut, ce qu'il se passe justifie que nous partions, et on peut espérer que ça se fasse puisque tout s'accélère. Les changements que nous attendons viendront peut-être aussi plus vite que ce que nous pensons. Hein. Concrètement, on avait dit pas de question de la salle. Est-ce qu'on peut parler de tentatives désespérées? De qui, de quoi? Par rapport à l'OTAN, enfin les Américains, tout le système. Parce que je ne vois pas comment, vu l'actualité internationale, et Roman a très bien expliqué, hein, le monde des BRICS, hein, là les 6 qui sont rentrés, il y en avait 19 voire 20 qui frappent à la porte, on voit bien que l'équilibre des forces dans le monde penche nettement vers les BRICS, vers ce nouveau monde dont nous sommes les témoins vivants, il ne faut pas l'oublier. Je voudrais dire un mot, en fait, parce que très intéressant quand tu parles d'équilibre des forces. Par exemple, au niveau européen aussi, l'équilibre des forces évolue. On a, par exemple, l'Allemagne qui affiche de plus en plus ouvertement ses ambitions nationales, y compris en matière de défense. Le réarmement allemand, qui devrait nous inquiéter, est assumé. C'est-à-dire que les Allemands maintenant ont une ambition aussi en matière militaire, ils le disent, et quand ils le disent, ils ne font pas comme Macron en disant on veut l'Europe de la défense, on veut une armée en européen. Non, non, ils disent on veut une armée allemande, puisque c'est la dernière composante qu'il manque à l'Allemagne pour asseoir sa puissance. Elle est déjà économique, elle est politique au niveau européen, il leur manque que le levier militaire et ils entendent le développer. On le voit aussi avec les pays de l'Est qui développent leur propre outil militaire, la Pologne qui est en train d'avoir qui a des ambitions telles que son armée de terre, objectivement, en termes de puissance de feu, écrasera l'intégralité des armées de terre européennes, France, Allemagne inclus. Donc voilà, d'autres pays ont leurs ambitions, d'autres pays développent une conscience nationale dans des contextes qui sont à chaque fois propres. Hein, l'Allemagne face à la Pologne face à la Russie, d'autres pays face à d'autres pays, mais peu importe. Il
il y a un réarmement mondial, il y a des pays qui retrouvent leur conscience, ça se voit au niveau européen, ça se voit ailleurs dans le monde, et nous, il est temps en fait d'avoir ce même réflexe, si je puis dire, qui pourtant en plus est vraiment dans la nature française, celle de l'indépendance et de l'autonomie. Mais il faut retrouver notre nature profonde, là, ne pas se faire déborder. Je vais rebondir en précisant un peu le fond de ma pensée. L'Allemagne annonce qu'elle veut se réarmer. Elle veut même être la première armée européenne. Avec le matériel américain. Avec la Pologne qui nous fait la même chose. Mais moi, je pose la question. Le 12 septembre, le 12/09 en 1990, a été signé ce qu'on appelle le traité de Moscou, ou vulgairement appelé 2+4. Ce traité officialisait la réunification des deux Allemagnes, ouvrait la porte à la fin de l'URSS, enfin, le système URSS, mais dans ce traité, il est bien précisé, ne serait-ce qu'au niveau de l'Allemagne, qui leur interdit de détenir, de fabriquer, d'utiliser des armes de destruction massive, qu'elles soient nucléaires ou chimiques. C'est écrit noir sur blanc sur le traité, et qui limite dans le temps leur force, leur nombre de soldats. De mémoire, c'est 370 000 hommes pour les deux Allemagnes réunies, dont 345 000 pour l'armée de terre et l'armée de l'air. Donc 370 000, 345, les pauvres marins, ils ne seront pas beaucoup à ramer. Hein. Donc, est-ce qu'on va encore une fois de plus vers une violation d'un traité international, puisque ça semble être le sport mondial actuellement, de violer les traités, de violer le droit des citoyens et de violer les constitutions des pays? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. La première, c'est que effectivement, il faut bien voir que le droit international est mort en mars 1999, quand on a décidé de bombarder la République fédérale de Yougoslavie sans mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, alors que ce pays ne nous avait rien fait. Voilà. Depuis cette époque-là, nous disons, nous occidentaux, que, eh bien, il y a deux types d'États. Vous avez les États prime, c'est-à-dire ceux dont on a le droit de violer la souveraineté si on estime qu'ils menacent les droits de l'homme et la démocratie, dont on peut changer le gouvernement, et les États premium, c'est-à-dire les États-Unis et ceux qui le reconnaissent comme étant leurs protégés. Et ce que tu dis est important parce que le traité de +4 est une blessure dans l'histoire des Russes, étant donné qu'ils ont l'impression qu'ils ont accepté la réunification allemande qui s'est faite dans le cadre de l'OTAN. Le territoire allemand est devenu territoire de l'OTAN. Et qu'en contrepartie, ils n'ont rien obtenu. C'est-à-dire que les garanties de sécurité, en fait, sont foulées les unes après les autres. Notamment, l'interdiction qui avait été faite d'étendre l'OTAN. On avait dit ça verbalement, c'était James Baker qui avait dit ça dans une table ronde, et puis après on a oublié. Et on a étendu l'OTAN jusqu'aux frontières russes, jusqu'à même des anciennes républiques soviétiques, les 3 pays baltes. Alors ça, c'est effectivement, on est dans une menace pour la sécurité européenne, parce que on vous dit l'Europe c'est la paix. Ce que l'on peut voir, c'est que le principal conflit actuellement dans lequel on a des affrontements armés les plus importants depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis la Seconde Guerre mondiale, en termes d'affrontements conventionnels, il est en Europe. Et d'ailleurs, le détonateur de ce conflit, ça a été la question de la future appartenance de l'Ukraine à l'Union européenne. Il faut savoir que c'est un coup d'État pro-européen qui a lancé la guerre civile ukrainienne, qui a dégénéré en affrontement entre les deux pays le 24 février 2022. Donc, effectivement, on est... Et puis, il faut savoir aussi, alors, une dernière chose, là, en passant, que nos alliés américains ont déconstruit les traités de réduction des armements les uns après les autres depuis maintenant 20 ans. Ils ont commencé par le traité des missiles antimissiles, le traité ABM. Ils ont démantelé START. Ils ont démantelé
ils sont en train de démanteler le dernier qui surgit, c'est New Start, qui jusqu'à l'an prochain, et les Russes sont pas très chauds pour le reconduire. Donc l'architecture, les traités qui avaient fondé la confiance mutuelle et la réduction des armements ont déjà été détricotés, donc celui-là va aussi passer à la trappe. Bien, merci. Nous devrons malheureusement clore cette table ronde. Nous vous remercions d'y avoir assisté. Et pour finir, j'aimerais terminer sur cette citation du général de Gaulle qui disait « Il est très difficile de faire marcher tous les Français sur la même route en chantant la même chanson. » Difficile, il n'a jamais dit impossible. Et je terminerai, grâce à vous, grâce à nous, cela non seulement devient possible, mais est possible. Merci à vous.